Imagine un instant que tu es assis dans un fauteuil confortable, un film d'après-midi, et que la lumière du jour commence doucement à décliner. La maison est silencieuse, peut-être trop silencieuse. Et dans ce silence, une pensée s'insinue, discrète mais persistante. Pourquoi est-ce que je me sens si seul? Pas forcément seul au sens littéral du terme, pas nécessairement isolé de tout contact humain, mais seul d'une façon plus profonde, plus intérieure, plus difficile à nommer. Ces sentiments que quelque chose manque, que les liens qui existaient autrefois se sont effilochés, que le monde continue de tourner mais que toi, tu te sens un peu en dehors de cette rotation. Si cette image t'a touché, si quelque chose en toi a résonné en l'entendant, alors je suis heureux que tu sois là aujourd'hui, parce que c'est exactement de cela dont nous allons parler, de la solitude après 60 ans. De cette expérience qui est à la fois très commune et très peu dite, très répandue et pourtant souvent vécue dans la honte ou dans l'incompréhension. Je suis Christophe André, psychiatre et écrivain, et depuis de nombreuses années, j'accompagne des personnes qui traversent des moments difficiles de leur vie. Et la solitude, surtout celle qui arrive avec l'avancée en âge, est l'un des thèmes qui revient le plus souvent dans mon cabinet, dans mes conférences, dans les lettres que je reçois. Des hommes et des femmes de 60, 70, parfois 80 ans, qui me confient avec une pudeur touchante. Je ne comprends pas pourquoi je me sens si seul. J'ai des enfants, j'ai des voisins, je vois des gens de temps en temps, et pourtant, ce « et pourtant » est immense, il contient des mondes entiers. Et c'est ce « et pourtant » que nous allons explorer ensemble aujourd'hui avec douceur, avec honnêteté et avec toute la bienveillance que ce sujet mérite. Parce que la solitude n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec, ce n'est pas la preuve que tu as mal vécu ta vie ou que tu n'es pas aimable. La solitude après 60 ans est souvent le résultat de transformations profondes, de pertes réelles, de changements sociaux et intérieurs qui s'accumulent et qui méritent d'être compris. Et comprendre, c'est déjà commencer à aller mieux. Alors installe-toi confortablement, prends le temps d'être là et laisse-moi t'accompagner à travers cette raison qui explique pourquoi tu peux te sentir seul après 60 ans et ce que cela révèle de toi, de ta sensibilité, de ton histoire et de tes besoins les plus profonds. Commençons par la première raison, celle qui est peut-être la plus évidente mais qui n'en est pas moins douloureuse pour autant. La perte des rôles sociaux. Pendant des décennies, tu as été quelqu'un. Pas seulement en tant que personne, bien sûr, mais en tant que rôle. Tu étais le collègue, le chef de service, l'employé de confiance, le professionnel reconnu. Tu étais la mère active, le père présent, le bénévole engagé, le membre central d'un groupe. Et ces rôles, aussi contraignants qu'ils aient parfois pu être, avaient une fonction extraordinaire. Ils te donnaient une place dans le monde. Ils te reliaient aux autres de façon automatique, presque mécanique. Tu n'avais pas besoin de chercher du lien, le lien venait à toi, intégré dans ta fonction. Et puis à un moment donné, ces rôles commencent à disparaître. La retraite arrive. Les enfants grandissent et construisent leur propre vie, les responsabilités diminuent et avec eux, une grande partie du tissu social qui te maintenait connecté au monde se défait. Pas brutalement parfois, mais progressivement comme un chandail qui s'effiloche fil après fil. Je me souviens d'un homme que j'ai accompagné il y a quelques années. Il avait passé 35 ans dans la même entreprise. Il était respecté, sollicité, utile, et le jour de sa retraite, ses collègues lui ont organisé une belle fête avec des discours touchants et un cadeau soigneusement choisi. Il m'a dit « ce soir-là, j'étais heureux ». Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillé et que je n'avais nulle part où aller, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie, un vide. Pas une liberté, un vide. Ce vide, c'est le vide du rôle perdu. Et il est particulièrement douloureux parce que nous n'avons pas toujours conscience à quel point notre identité était construite autour de ce que nous faisions. Qui suis-je quand je ne suis plus ce que je faisais? C'est une question existentielle profonde et elle n'a pas de réponse simple. Mais elle mérite d'être posée avec courage parce que c'est en la posant qu'on commence à construire une nouvelle identité, plus libre, plus choisie, plus authentique. La solitude qui vient de la perte des rôles sociaux nous invite à nous demander sur quoi est-ce que je me base pour me sentir exister? Est-ce que mon existence dépend de ce que je fais ou est-ce qu'elle peut s'ancrer dans ce que je suis? C'est un travail intérieur important et c'est un travail qui peut être libérateur si on accepte de l'entreprendre. Passons maintenant à la deuxième raison, et celle-ci est peut-être la plus universellement partagée, la plus inévitable et en même temps la moins reconnue dans sa profondeur. Je veux parler des deuils accumulés. Après 60 ans, la vie nous a souvent imposé des pertes de personnes aimées, bien sûr, des parents qui sont partis, des amis d'enfance qui ne sont plus là. Parfois un conjoint, parfois un frère ou une sœur. Ces deuils sont réels, ils sont douloureux, et ils laissent des traces profondes dans notre tissu relationnel. Mais il y a aussi des deuils moins visibles et des deuils que la société ne reconnaît pas toujours comme tels. Le deuil de sa jeunesse, le deuil de certaines capacités physiques, le deuil de projets qu'on n'a pas réalisés.
Le deuil d'une version de soi-même qu'on espérait devenir et qu'on n'est pas devenu. Ce sont des deuils silencieux, intérieurs, qui ne s'émarquent pas dans un calendrier et qui ne donnent pas droit à des condoléances. Et pourtant, ils pèsent. Ce qui est particulièrement difficile avec les deuils accumulés, c'est l'effet de cumul précisément. Un deuil, on peut le traverser, on peut lui accorder du temps, on peut en parler, on peut le vivre, mais quand les deuils s'accumulent, quand les pertes s'enchaînent, le système émotionnel peut finir par se saturer. Et cette saturation crée parfois un retrait, une mise à distance, une façon de se protéger en s'isolant un peu du monde pour ne pas avoir à souffrir davantage. Une patiente m'a un jour dit quelque chose qui m'a profondément touché. Elle avait 68 ans et elle avait perdu son mari 3 ans auparavant, puis une amie très proche, puis son frère aîné. Elle me disait « Je ne sais plus me faire de nouveaux amis parce que j'ai peur de les perdre ». Et alors j'ai compris que sa solitude n'était pas un manque de désir de connexion. C'était au contraire une protection contre la douleur de la perte. Elle s'isolait pour ne plus avoir à faire de deuil. Ce mécanisme est humain, il est compréhensible, mais il a un coût terrible. Parce que se protéger de la perte en évitant le lien, c'est aussi se priver de tout ce que le lien apporte de vivifiant, de nourrissant, de beau. Les deuils accumulés nous parlent de notre capacité à aimer. Et quelqu'un qui a beaucoup aimé a souvent beaucoup à pleurer. La solitude qui vient des deuils est une solitude qui porte en elle la trace de toutes les relations précieuses qui ont existé. C'est une solitude qui, si on sait la regarder avec douceur, contient aussi beaucoup d'amour. Si ce que tu entends aujourd'hui t'aide à mieux te comprendre, je t'invite à laisser un like et à t'abonner à cette chaîne. C'est une façon simple de continuer à apprendre ensemble et cela m'aide à continuer à créer du contenu qui puisse vraiment vous accompagner. Venons-en maintenant à la troisième raison. Elle est plus subtile, plus intérieure et elle surprend souvent les gens quand je la leur présente. Je veux parler de ce que j'appelle la difficulté à demander. Il y a quelque chose de particulier dans la génération des personnes qui ont aujourd'hui 60 ans et plus. Beaucoup d'entre elles ont été élevées dans une culture de l'autonomie, de la discrétion, de la retenue émotionnelle. On ne se plaignait pas, on ne demandait pas d'aide, on gérait, on s'arrangeait. La vulnérabilité était perçue comme une faiblesse et montrer qu'on avait besoin des autres était parfois vécu comme une forme de honte. Et ce conditionnement culturel que l'on a souvent intégré très profondément crée un paradoxe douloureux à l'âge avancé. On se sent seul, on a besoin de connexion, on a envie de partager, de se confier, d'être entendu. Mais on ne sait pas demander. Ou plutôt on sait comment demander, mais quelque chose en nous résiste, quelque chose dit « tu ne dois pas déranger, tu ne dois pas te montrer dans le besoin, tu dois rester fort ». Et alors on attend, on espère que les autres vont comprendre sans qu'on ait à dire, et on laisse des signaux discrets, parfois imperceptibles. Et quand ces signaux ne sont pas captés, quand les autres ne viennent pas d'eux-mêmes, on se dit « tu vois, je suis vraiment seul, personne ne fait attention à moi, personne ne se soucie ». Mais souvent la vérité est plus complexe. Les autres ne sont pas indifférents, ils sont simplement absorbés par leur propre vie, leur propre rythme, leurs propres préoccupations. Et ils n'ont pas capté les signaux discrets, parce que ces signaux étaient trop discrets. J'ai rencontré une femme de 65 ans qui me disait ne jamais appeler ses enfants en premier. Elle attendait qu'ils appellent, et quand ils n'appelaient pas pendant plusieurs jours, elle se sentait oubliée, négligée, seule. Je lui ai demandé « Est-ce que tu leur as dit que tu aimais les entendre plus souvent ?» Elle m'a regardé comme si je lui posais une question insolite. « Non », m'a-t-elle répondu. « Je ne veux pas les déranger, ils ont leur vie, et là est tout le problème. » Quand on ne demande pas, quand on ne dit pas ses besoins, on privait les autres de la possibilité d'y répondre. Et on se retrouve dans une solitude qui est en partie auto-infligée, non par manque d'amour, mais par excès de pudeur. Apprendre à demander, à exprimer ses besoins, à dire simplement « j'ai besoin de toi, j'ai envie de te voir, tu me manques », c'est un acte de courage. Et c'est aussi un cadeau qu'on fait aux autres parce qu'on leur permet de nous aimer concrètement. Continuons avec la quatrième raison qui est étroitement liée à notre époque et à la façon dont le monde a changé. Je veux parler de la transformation des modes de communication et du sentiment d'être dépassé. Nous vivons dans un monde qui communique de plus en plus vite, de plus en plus à travers des écrans, de plus en plus via des plateformes numériques que beaucoup de personnes de plus de 60 ans n'ont pas intégrées dans leur quotidien de façon naturelle. Les messages instantanés, les groupes de discussion, les réseaux sociaux, les appels vidéo, tout cela a profondément modifié la façon dont les liens se maintiennent, surtout entre générations différentes. Et ce qui se passe souvent, c'est un décalage. Les enfants et les petits-enfants communiquent principalement par ces canaux. Ils partagent des photos, ils envoient des messages vocaux, ils organisent des événements via des groupes en ligne.
Et si tu n'es pas dans ces espaces, si tu n'utilises pas ces outils, tu risques de te retrouver en dehors du flux. Pas parce que tu n'es pas aimé, mais parce que le canal par lequel l'amour circule t'est moins accessible. C'est une forme de solitude particulièrement moderne et elle est souvent accompagnée d'un sentiment de honte ou d'incompétence. On se dit « je ne comprends pas cette technologie, je ne suis plus dans le coup, le monde a changé et je n'arrive pas à suivre ». Et ce sentiment d'être dépassé, d'être en retard sur le monde peut se transformer en un retrait progressif, en un évitement des situations où cette incompétence pourrait se voir. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Ce n'est pas toi qui as échoué, c'est le monde qui a changé très vite, trop vite, pour que tout le monde puisse s'adapter au même rythme. Et il n'y a aucune honte à ne pas maîtriser des outils qui n'existaient pas quand tu as construit tes habitudes de vie. Cette raison révèle de toi, c'est souvent une fidélité aux formes de liens qui ont de la profondeur, aux conversations en face à face, aux lettres écrites à la main, aux repas partagés, aux présences physiques. Et ces formes de liens ont une valeur immense, elles ne sont pas dépassées, elles sont simplement moins dominantes dans le monde actuel. La question n'est pas de devenir quelqu'un d'autre pour s'adapter. La question est de trouver comment maintenir et nourrir les liens qui te correspondent, tout en restant ouvert à apprendre ce qui peut faciliter la connexion avec ceux que tu aimes. Si tu écoutes ceci et que tu te reconnais dans ces mots, je t'encourage à continuer jusqu'à la fin. Et si ce contenu te touche, pense à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Cela fait vraiment une différence. Abordons maintenant la 5e raison, et celle-ci est peut-être la plus intime, la plus difficile à admettre, parce qu'elle nous demande un certain regard sur nous-mêmes. Je veux parler de la rigidité des atteintes relationnelles. Avec l'âge, et c'est tout à fait naturel, on a tendance à connaître de mieux en mieux ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. On a des préférences affirmées, des habitudes installées, des façons d'être en relation qui sont devenues des standards, et cela peut être une force. Cela peut signifier qu'on sait qui on est, qu'on ne se laisse plus manipuler, qu'on choisit ses relations avec discernement. Mais cela peut aussi devenir un obstacle quand les attentes relationnelles deviennent si précises, si exigeantes, si rigides, qu'elles excluent la plupart des personnes qui pourraient pourtant apporter quelque chose de précieux. Quand on attend que l'autre soit exactement comme on le souhaite, qu'il se comporte exactement comme on l'espère, qu'il soit disponible exactement quand on en a besoin, on finit par se retrouver dans une solitude que l'on a en partie créée soi-même. Je ne dis pas cela pour te culpabiliser. Je le dis parce que je l'ai observé de nombreuses fois et parce que je crois que reconnaître ce mécanisme est une étape vers plus de liberté et plus de connexion. Il y a une femme que j'ai accompagnée, une femme brillante, cultivée, qui avait des amis dans sa jeunesse, mais qui au fil des années avait vu ses amitiés s'éteindre une à une. Pas à cause de conflits ouverts, mais parce qu'elles devenaient de plus en plus difficiles à satisfaire. Elle jugeait les conversations superficielles, elle trouvait les gens trop bavards ou pas assez profonds. Elle voulait des échanges de haute qualité intellectuelle et émotionnelle. Et peu à peu, elle s'était retrouvée seule, convaincue que les autres n'étaient pas à la hauteur. Quand on a travaillé ensemble, elle a réalisé quelque chose d'important. Ces atteintes très élevées étaient en réalité une façon de se protéger de la déception. Si personne n'est jamais à la hauteur, on ne risque jamais d'être déçu, mais on risque de rester seul. La vraie richesse des relations humaines vient souvent de leur imperfection, de leur diversité, de leur capacité à nous surprendre. Un ami qui ne partage pas nos goûts littéraires peut nous apporter une chaleur humaine extraordinaire. Un voisin avec qui on n'a pas grand-chose en commun peut être là dans un moment difficile d'une façon qui compte énormément. Apprendre à assouplir ses attentes, à accueillir les relations dans leur imparfaite réalité, c'est s'ouvrir à un monde relationnel beaucoup plus riche et beaucoup moins solitaire. Venons-en maintenant à la 6e raison. Elle est profondément ancrée dans notre rapport au corps et à l'espace. Je veux parler de la réduction de la mobilité et du territoire de vie. Avec l'avancée en âge, pour des raisons diverses, le territoire dans lequel on se déplace tend à se réduire. On conduit peut-être moins loin. On prend les transports en commun avec moins d'aisance. Les problèmes de santé peuvent limiter les déplacements et progressivement le monde physique dans lequel on évolue se rétrécit. Et avec ce rétrécissement de l'espace physique, il y a souvent un rétrécissement des opportunités de rencontre. On voit moins de personnes différentes, on fréquente moins de lieux variés. On est moins exposé à ces rencontres fortuites, à ces conversations improvisées et à ces connexions spontanées qui enrichissent la vie sociale. Il y a quelque chose de presque géographique dans la solitude. Le monde dans lequel on vit physiquement influence directement le monde relationnel dans lequel on existe. Et quand le premier se contracte, le second a tendance à suivre.
Mais ce qui est révélateur dans cette raison, c'est la façon dont on réagit à cette contraction. Certaines personnes, face à la réduction de leur mobilité, vont chercher activement à compenser, à maintenir des liens, à inviter les autres à venir à elles, à utiliser le téléphone, les lettres, les visites. D'autres vont se laisser glisser dans un retrait progressif, acceptant passivement que le monde se réduise autour d'elles. Cette différence de réaction dit beaucoup sur notre rapport à la chantivité, c'est-à-dire sur notre sentiment de pouvoir encore agir sur notre propre vie. Et c'est un sentiment qui peut se travailler, qui peut se cultiver, même dans des circonstances difficiles. La mobilité réduite n'est pas une condamnation à la solitude. C'est un défi qui demande de la créativité, de l'adaptation et parfois du courage pour demander de l'aide. Mais c'est un défi qui peut être relevé. Maintenant, je voudrais aborder la 7e et dernière raison. Et c'est peut-être la plus profonde de toutes, celle qui touche à quelque chose d'essentiel dans notre rapport à nous-mêmes et au sens de notre existence. Je veux parler de la perte de sens et du manque de projet. L'être humain est une lettre de sens. Nous avons besoin de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous nous levons le matin, vers quoi nous allons. Et pendant la grande partie de notre vie adulte, ce sens est souvent fourni par des structures extérieures, le travail, la famille, les responsabilités. Ces structures nous donnent des raisons d'agir, des raisons d'être en lien avec les autres, des raisons de nous projeter dans l'avenir. Mais quand ces structures s'allègent ou disparaissent, quand les enfants sont grands, quand la retraite est là, quand les grandes responsabilités sont derrière soi, la question du sens peut se poser avec une acuité nouvelle et parfois déstabilisante. Pourquoi est-ce que je vis maintenant? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever demain matin? Qu'est-ce que j'ai encore à offrir au monde? Ces questions ne sont pas des signes de dépression. Ce sont des questions existentielles profondes et elles méritent d'être prises au sérieux. Mais quand on ne leur trouve pas de réponse, quand on reste dans le vide de sens sans chercher à le combler, la solitude s'installe parce que le sens est souvent lié aux autres. On a du sens quand on est utile à quelqu'un, on a du sens quand on apprend quelque chose et qu'on peut le partager, on a du sens quand on s'engage dans quelque chose qui nous dépasse. Un homme que j'ai rencontré lors d'une conférence m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il avait 72 ans. Il avait pris sa retraite à 60 ans et avait passé les 12 premières années à faire ce qu'il pensait être une retraite réussie, voyager, se reposer, profiter. Et pourtant il m'a dit « Je n'ai jamais été aussi seul que pendant ces 12 années, parce que je n'avais plus de raison d'être en lien avec les autres. » Et puis, à 72 ans, il avait commencé à donner des cours de lecture à des adultes illettrés et il m'a dit « Depuis ce jour, je me sens moins seul parce que j'ai quelque chose à donner. » Et quand on donne, on crée du lien. C'est là quelque chose de fondamental. Le sens crée le lien, et le lien nourrit le sens. C'est un cercle vertueux qu'on peut toujours recommencer à faire tourner, quel que soit son âge. Si ce que tu entends résonne en toi, si tu te retrouves dans une ou plusieurs de ces raisons, je t'invite à continuer à m'écouter jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le bon moment pour le faire, parce que nous allons continuer à explorer ensemble ces thèmes qui touchent à l'essentiel de notre vie intérieure. Avant d'arriver à la conclusion, je voudrais prendre un moment pour parler de quelque chose qui traverse toutes ces 7 raisons. Quelque chose que j'appelle la honte silencieuse de la solitude. Il y a dans notre culture une représentation très particulière de la vieillesse réussie. On imagine des personnes âgées entourées de familles nombreuses, de petits-enfants qui courent dans tous les sens, d'amis fidèles avec qui on boit du café en riant. Et cette image, aussi belle soit-elle, peut devenir un instrument de torture pour ceux dont la réalité est différente. Quand tu te sens seul après 60 ans et que tu regardes autour de toi cette image idéalisée de la vieillesse heureuse et entourée, tu peux facilement conclure que tu as raté quelque chose, que tu n'es pas assez aimable, que tu n'as pas su maintenir tes relations, que ta solitude est la preuve d'un échec personnel. Et cette honte est particulièrement cruelle parce qu'elle t'empêche de parler de ta solitude. Elle t'empêche de demander de l'aide, elle t'empêche de te confier parce que se confier sur sa solitude, c'est risquer de confirmer ce que tu crains que les autres pensent déjà de toi. Mais je voudrais te dire quelque chose d'important. La solitude n'est pas une honte. La solitude est une expérience humaine universelle. Des études montrent que la majorité des personnes de plus de 60 ans ressentent régulièrement de la solitude. Ce n'est pas une exception, ce n'est pas un échec personnel. C'est une réalité de la condition humaine, à cette étape de la vie, une réalité qui mérite d'être reconnue, nommée et accompagnée avec compassion. Et il y a quelque chose de libérateur dans le simple fait de dire « oui, je me sens seul parfois, oui, j'ai besoin de plus de connexion, oui, je traverse une période difficile sur le plan relationnel ».
Cette honnêteté avec soi-même est le premier pas vers un changement réel. Parlons maintenant de ce que la solitude révèle de toi. Parce que j'ai dit au début que nous allions explorer non seulement les raisons, mais aussi ce que cela dit de toi. Et je veux être très clair sur ce point. La solitude que tu ressens après 60 ans n'est pas le signe que tu es défectueux. Au contraire, elle révèle plusieurs choses très précieuses sur qui tu es. Elle révèle d'abord que tu es quelqu'un qui a besoin de profondeur dans ses relations. La solitude n'est jamais simplement l'absence de gens autour de soi. C'est l'absence de connexion authentique. Et si tu ressens de la solitude, même entouré de personnes, cela dit que tu as une sensibilité fine, que tu ne t'es contenté pas de la surface, que tu cherches quelque chose de vrai dans tes échanges avec les autres. C'est une qualité rare et précieuse. Elle révèle aussi que tu as une vie intérieure riche. Les personnes qui n'ont pas de vie intérieure ne ressentent pas vraiment la solitude de la même façon. Elles s'ennuient peut-être, elles cherchent de la distraction, mais elles ne ressentent pas cette douleur particulière du manque de connexion profonde. Si tu ressens cette douleur, c'est que tu as en toi des ressources émotionnelles et intellectuelles qui cherchent à se partager, à se rencontrer dans l'autre, et elles révèlent enfin que tu es encore en croissance. La solitude, quand on la traverse consciemment, quand on ne la fuit pas dans la distraction ou l'anesthésie, est une invitation à se connaître davantage, à comprendre ses besoins, à clarifier ses valeurs, à définir ce qui compte vraiment. C'est un travail intérieur difficile mais profondément enrichissant. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui vient du philosophe Paul Tillich. Il disait « Le langage a créé le mot solitude pour exprimer la douleur d'être seul. Et il a créé le mot solitude pour exprimer la gloire d'être seul. » C'est une distinction magnifique. La solitude subie, la solitude douloureuse peut se transformer en solitude choisie, un espace intérieur fertile, en relation à soi-même qui nourrit et enrichit. Ce n'est pas une transformation automatique. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul, mais c'est une transformation possible. Et elle commence toujours par le même geste, se retourner vers soi-même avec douceur, avec curiosité, avec bienveillance. Avant d'entrer dans la conclusion, je voudrais partager avec toi quelques pistes concrètes. Pas des recettes miracles, pas des solutions toutes faites, mais des directions dans lesquelles on peut commencer à marcher. La première direction, c'est de nommer. Nommer ce qu'on ressent d'abord à soi-même, puis si possible à quelqu'un à qui on a confiance. Dire « je me sens seul, je traverse une période difficile sur le plan relationnel, j'ai besoin de plus de connexion ». Ce simple acte de nommer a un pouvoir libérateur que l'on sous-estime souvent, parce que ce qu'on nomme, on peut commencer à le travailler. Qu'on cache, ce qu'on nie, reste là, dans l'ombre, à PCA. La deuxième direction, c'est de faire le premier pas, pas attendre que les autres viennent. Prendre l'initiative d'un appel, d'une invitation, d'une proposition, même si c'est inconfortable, même si la peur du rejet est là, parce que dans la grande majorité des cas, l'autre est aussi en attente d'une connexion et ton initiative sera reçue avec joie. La troisième direction, c'est de chercher des espaces de rencontre qui correspondent à qui tu es. Pas n'importe quel groupe, pas n'importe quelle activité, mais des espaces où tu peux être toi-même, où les échanges ont de la profondeur, où tu peux rencontrer des personnes qui partagent quelque chose d'essentiel avec toi, que ce soit un groupe de lecture, une association, un cours, une activité artistique, un groupe de marche, un engagement bénévole. Les formes sont multiples. Ce qui compte, c'est l'authenticité de l'espace. La quatrième direction, c'est de cultiver la relation à soi-même, parce que la solitude extérieure est souvent amplifiée par une difficulté à être avec soi-même. Si on ne supporte pas le silence, si on fuit sa propre compagnie, si on a peur de ses propres pensées, alors la solitude devient insupportable. Mais si on apprend à habiter son intérieur avec douceur, si on développe une relation à soi-même qui soit nourrissante, alors même les moments de solitude peuvent devenir des moments de ressourcement. La méditation, l'écriture, la lecture, la promenade en pleine conscience, toutes ces pratiques aident à développer cette relation à soi-même. Elles ne remplacent pas les relations avec les autres, mais elles les complètent et les enrichissent. Et la cinquième direction, c'est de chercher du sens, de se demander « Qu'est-ce que j'ai encore à offrir au monde ?» Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui me fait sentir utile, vivant, connecté à quelque chose qui me dépasse? Et de suivre cette direction, même timidement, même imparfaitement. Parce que le sens, comme je le disais, crée le lien. Et le lien guérit la solitude. Voilà. Nous arrivons maintenant à la fin de ce temps que nous avons partagé ensemble. Et je voudrais prendre quelques minutes pour revenir sur le chemin que nous avons parcouru. Nous avons exploré 7 raisons qui expliquent pourquoi on peut se sentir seul après 60 ans. La perte des rôles sociaux
qui nous prive de ces liens automatiques qui venaient avec nos fonctions. Les deuils accumulés qui laissent des vides dans notre tissu relationnel et qui peuvent nous pousser à nous protéger en nous isolant. La difficulté à demander hériter d'une culture de la retenue et de l'autonomie qui nous empêche d'exprimer nos besoins et de permettre aux autres de les satisfaire. La transformation des modes de communication qui peut nous laisser en dehors du flux relationnel si on ne s'adapte pas ou si on ne trouve pas d'autres façons de maintenir le lien. La rigidité des attentes relationnelles qui peut nous amener à exclure des relations imparfaites mais précieuses. La réduction de la mobilité et du territoire de vie qui contracte les opportunités de rencontre. Et enfin, la perte de sens et le manque de projet qui nous privent des raisons d'être en lien avec les autres. Ces 7 raisons ne sont pas des condamnations, ce sont des compréhensions. Et comprendre, c'est pouvoir agir. Comprendre pourquoi on se sent seul, c'est la première étape pour commencer à tisser de nouveaux liens, à réparer les anciens, à s'ouvrir à une façon d'être avec les autres et avec soi-même qui soit plus nourrissante. Je voudrais te laisser avec une image. Imagine un vieux jardin, un jardin qui a connu beaucoup de saisons, qui a porté beaucoup de fleurs et de fruits, qui a traversé des hivers difficiles. Ce jardin a des zones qui semblent à l'abandon, des coins où la végétation s'est appauvrie, des allées qui ne sont plus fréquentées, mais sous la terre, les racines sont là, profondes, solides, vivantes. Et avec un peu de soin, avec de l'eau, avec de la lumière, avec de l'attention, ce jardin peut refleurir, pas exactement comme avant, différemment, avec de nouvelles plantes, de nouvelles couleurs, de nouvelles formes, mais avec la même vitalité fondamentale, la même capacité à créer de la beauté. Tu es ce jardin, et il n'est jamais trop tard pour le cultiver. La solitude après 60 ans n'est pas une fatalité, c'est un appel. Un appel à se connaître davantage, à s'ouvrir autrement, à chercher le lien là où il peut encore se créer, à offrir ce qu'on a à offrir avec générosité et sans attendre la perfection. Et si tu prends une seule chose de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, je voudrais que ce soit ceci: tu mérites de la connexion, tu mérites d'être vu, entendu, accompagné. Pas parce que tu as tout bien fait dans ta vie, pas parce que tu es parfait, mais simplement parce que tu es humain, et l'humain est un être de lien, toujours à tout âge. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour ta présence, pour ton écoute, pour le temps que tu as choisi de consacrer à cette réflexion sur toi-même et sur ta vie. Ce n'est pas un geste anodin. C'est un acte de courage et de bienveillance envers toi-même. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose a résonné en toi, je t'invite sincèrement à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami, un parent, un proche qui traverse une période de solitude et qui n'ose pas parler. Ton partage pourrait être le geste qui fait la différence dans sa journée, dans sa semaine, dans sa vie. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.